Où est ta femme? Qui va payer pour ce banquet? A hurlé ma belle-mère alors que j'étais sorti aux toilettes pendant sa fête d'anniversaire pour ne jamais revenir. Puis à 2 heures du matin, ils ont débarqué chez nous, prêts à me mettre en pièces. Mon mari a allumé la lumière et a hurlé de terreur. La lumière de notre salon s'est allumée à 2h17 du matin. Je connais l'heure exacte parce que je fixais mon téléphone, les mains tremblantes, assise au bord de notre lit dans le noir. J'attendais, sans dormir, sans même faire semblant de dormir, juste assise là, à écouter le silence de notre maison sur Maple Ridge Drive, sachant que ce silence était sur le point d'être brisé. Et il l'a été. La porte d'entrée s'est ouverte si violemment que le pêne dormant a laissé une marque dans le placo. Une marque que je photographierai plus tard pour le rapport de police. Mon mari, Brandon, a bondi hors du lit comme s'il avait été électrocuté. Il a allumé la lumière du couloir et a hurlé. Pas un cri, un hurlement. Le genre de son qu'un homme adulte fait quand il voit quelque chose qui n'a pas sa place dans sa réalité. Sa mère, Karen, se tenait dans notre entrée à 2 heures du matin. Le mascara coulait sur son visage comme de la peinture de guerre. Flanquée de sa sœur Tiffany et de sa tante Linda. 3 femmes, une mission. Elles étaient venues pour me mettre en pièces. Mais je vais trop vite en besogne. Pour comprendre comment 3 femmes adultes ont fini par s'introduire chez moi au milieu de la nuit. Comment un dîner d'anniversaire au grill italien Carmines s'est transformé en la plus terrible explosion familiale dont j'ai jamais été témoin. Vous devez savoir à quoi ressemblait ma vie avant. Vous devez voir la version de moi qui croyait encore que la paix était possible. La version qui pensait que si j'essayais juste un peu plus fort, souriais un peu plus largement, faisais un chèque de plus, tout irait bien. Mon Dieu, j'étais naïve. Laissez-moi vous ramener 14 mois en arrière. Brandon et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Austin. Un séminaire sur le leadership d'entreprise, le genre où ils vous font faire des chutes de confiance et écrire vos valeurs fondamentales sur des post-it. Il était directeur des opérations pour une entreprise de logistique. J'étais analyste financière senior dans un cabinet de taille moyenne en ville. Nous avions tous les deux 31 ans, tous les deux sortions de longues relations, tous les deux faisions semblant de ne pas être seuls. Il m'a fait rire pendant une pause café en chuchotant des commentaires sur le conférencier principal. Ce type s'entraîne certainement pour son TED Talk sous la douche, a-t-il dit, et j'ai reniflé si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon café au lait. C'était ça. C'était le moment. Quelque chose dans son timing, sa chaleur, la façon dont il me regardait comme si j'étais la personne la plus intéressante dans une salle de 200 personnes. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant qu'il ne me demande en mariage. Je sais, c'est rapide. Ma meilleure amie, Megan, a haussé un sourcil quand je lui ai dit. H, tu n'as même pas encore survécu à un Thanksgiving avec sa famille, a-t-elle dit pendant le brunch, poignardant un morceau de pain perdu comme s'il l'avait personnellement offensé. Sa famille est géniale, lui ai-je dit. Sa mère est un peu intense, mais elle a de bonnes intentions. Megan m'a regardé avec le genre de pitié que seule une meilleure amie peut exprimer sans que ce soit insultant. Intense, a-t-elle répété. C'est le mot que tu choisis. Voilà le truc avec Karen. À petite dose, elle était charmante. Elle vous serrait trop fort, vous appelait, ma chérie, et apportait des tupperwares de son fameux gratin de poulet. Elle publiait des versets de la Bible sur Facebook tous les matins et faisait du bénévolat à la banque alimentaire de l'église. Sur le papier, c'était une sainte, mais il y avait des fissures, des petites, du genre que vous ne remarquez que si vous y prêtez attention. La première fois que je l'ai rencontrée, pour un dîner chez elle à Glendale, une maison de style ranch avec une pelouse manucurée et un panneau, Blessed, au-dessus de la porte d'entrée. Elle a passé 45 minutes à me parler de l'ex-petite amie de Brandon, Nicole. Nicole était si chou, a dit Karen, en me passant la purée sans me regarder. Elle m'aidait au jardin tous les samedis. Elle voulait des enfants tout de suite. Vous savez, certaines femmes ont juste cet instinct maternel. Brandon a serré mon genou sous la table. Maman, Ashley est juste là. Oh, je sais, chérie. Je fais juste la conversation. Karen m'a souri. C'était le genre de sourire qui montrait toutes ses dents. Alors, Ashley, tu cuisines? Oui, en fait. J'adore essayer de nouvelles recettes. Brandon a besoin de repas faits maison. Il travaille si dur. Nicole lui préparait son déjeuner tous les jours.
Elle le mettait dans une de ses petites boîtes bento. Karen a soupiré comme si elle pleurait un mort. Bref, parle-moi de ton travail. Tu travailles avec les chiffres. Je suis analyste financière. Oh, c'est bien. Donc, tu es doué avec l'argent? Elle l'a dit d'une manière qui faisait de « doué avec l'argent » un défaut de caractère. J'ai laissé passer. J'ai laissé passer beaucoup de choses. Brandon et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un vignoble en dehors de la ville. 60 invités, un quatuor à cordes, des centres de table de fleurs sauvages que j'avais arrangés moi-même. C'était parfait. Karen portait du blanc, pas de l'ivoire, pas du crème, du blanc. Une robe blanche longue avec des manches en dentelle. La mâchoire de Meghan a failli toucher le sol. Elle porte du blanc à ton mariage, a sifflé Meghan dans les toilettes pendant que je réajustais mon voile. C'est du blanc cassé, ai-je dit, même si ce n'était pas le cas. Ashley, cette robe est plus blanche que la tienne. Je ne vais pas laisser ça gâcher ma journée. Et je ne l'ai pas fait. J'ai dansé avec Brandon sous des guirlandes lumineuses et j'ai fait semblant de ne pas voir Karen pleurer pendant notre première danse. Pas des larmes de joie, mais le genre de pleurs que quelqu'un a quand il a l'impression de perdre quelque chose. Le père de Brandon, Gary, était décédé 6 ans plus tôt, et je croyais sincèrement que les larmes de Karen étaient dues à son absence, sur le fait de voir son fils commencer un nouveau chapitre sans que son père soit là pour le voir. J'avais probablement à moitié raison. Après le mariage, Brandon et moi nous sommes installés dans une maison de ville à Cedar Park, une jolie petite banlieue avec de bonnes écoles et un Trader Joe's à distance de marche. Nous partagions le prêt immobilier 50-50e. Je gagnais un peu plus que Brandon, environ 94 000 $ contre ses 78 000 $. Mais nous n'en avons jamais fait un problème. Compte courant commun pour les factures, compte séparé pour les dépenses personnelles. Nous étions une équipe. La vie était belle. Vraiment belle. Le genre de bonheur qui vous rend nerveux parce que vous attendez toujours que le pire arrive. Les samedis matins, nous faisions des pancakes et écoutions un podcast sur des affaires criminelles. Les mercredis soirs, nous essayions un nouveau restaurant. Nous avions un fast-time dominical régulier avec mes parents dans le Michigan. Et un vendredi sur 2, nous allions dîner chez Karen. C'est lors de ces dîners du vendredi que j'aurais dû le voir venir. Ça a commencé petitement. Si petitement que je me sentais folle de l'avoir même remarqué. Karen préparait le plat préféré de Brandon et oubliait de vérifier si j'avais des préférences alimentaires. Quand j'ai mentionné que j'étais intolérante au lactose, elle a servi des macaronis au fromage 3 semaines de suite. Quand j'ai apporté mon propre plat une fois, une salade de quinoa, elle l'a regardé comme si j'avais posé un animal mort sur sa table. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Tiffany, en le piquant avec une fourchette. Tiffany était la sœur cadette de Brandon, 27 ans, vivant toujours chez Karen, travaillant à temps partiel dans un salon de manucure. Elle avait le sourire de sa mère. Toute dans dehors, sans aucune chaleur. Salade de quinoa avec des légumes rôtis, ai-je dit. On mange de la vraie nourriture dans cette maison, a dit Karen, puis elle a ri comme si c'était la chose la plus drôle que quelqu'un ait jamais dite. Brandon a ri, aussi. Un rire court et mal à l'aise, le genre que vous avez quand vous choisissez la paix plutôt que les principes. J'ai mangé la salade de quinoa en silence. Mais voici le détail qui compte. Le détail que je n'ai pas entièrement compris jusqu'à bien plus tard. À chaque dîner du vendredi, à un moment ou à un autre de la soirée, Karen parlait d'argent. Pas directement, jamais directement. Elle mentionnait que ses impôts fonciers avaient augmenté. Elle soupirait à propos du coût de l'assurance auto de Tiffany. Elle laissait tomber nonchalamment que son chauffe-eau faisait un bruit et que le devis de réparation était de 1800 $. Et à chaque fois, Brandon me jetait un coup d'œil, juste une lueur, puis disait « On va s'en occuper, maman ». La première fois, c'était 400 $ pour un plombier. D'accord. La deuxième fois, 600 $ pour l'enlèvement d'un arbre. Ok. La troisième fois, 1200 $ pour de nouveaux pneus sur le SUV de Karen, plus un parallélisme. J'ai haussé un sourcil à celle-là, mais je n'ai rien dit. Puis est venu le chauffe-eau, 1800 $. Puis Tiffany a eu besoin d'aide pour une caution, 1500 $. Puis le toit de Karen avait une fuite, 3200 $. Au cours de nos 6 premiers mois de mariage, nous avions donné à Karen plus de 8700 $.
J'ai finalement dit quelque chose un mardi soir de mars. Brandon se brossait les dents et j'étais assise sur le lit avec nos relevés bancaires ouverts sur mon ordinateur portable. Chérie, on peut parler des dépenses de ta mère. Il a craché dans le lavabo. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? On a dépensé presque 9000 $ pour elle en 6 mois. C'est ma mère, H. Je sais que c'est ta mère, mais nous avons notre propre prêt immobilier, nos propres factures. Nous étions censés commencer à mettre de l'argent sur un compte épargne pour un acompte sur une vraie maison. On en avait parlé. Brandon est sorti de la salle de bain, la brosse à dents toujours à la main, et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid, de la déception. Mon père est parti, a-t-il dit doucement. Elle n'a personne. Qu'est-ce que je suis censé faire? La laisser souffrir? Elle ne souffre pas, Brandon. Elle a une pension. Elle a la sécurité sociale. Et Tiffany vit là-bas sans payer de loyer. Pourquoi Tiffany ne contribue-t-elle pas? Tiffany est en train de se trouver. Elle a 27 ans. Tout le monde n'est pas installé à 27 ans. Ashley. Il a prononcé mon nom comme s'il avait un goût amer. Tout le monde n'a pas eu des parents qui ont payé leurs études. Ça m'a blessé. Mes parents avaient aidé pour mes frais de scolarité. Oui, mais j'avais aussi eu 2 emplois pendant mes études et j'avais obtenu mon diplôme avec 22 000 $ de prêt que j'avais remboursé moi-même. J'ai ouvert la bouche pour dire ça, mais Brandon avait déjà éteint la lumière de la salle de bain et s'était glissé dans le lit, le dos tourné vers moi. C'est ma mère, a-t-il répété, plus bas cette fois. Point final. J'ai fixé le plafond pendant longtemps cette nuit-là, en l'écoutant respirer. Je me suis dit que ce n'était qu'une mauvaise passe. Chaque mariage en a. Nous allions trouver une solution. Puis l'anniversaire de Karen a commencé à être planifié, et j'ai réalisé que nous ne trouvions aucune solution. Nous nous dirigions droit vers une falaise. C'est Tiffany qui m'a appelé, pas Brandon, pas Karen. Tiffany, de toutes les personnes, un mercredi après-midi au hasard alors que j'étais au milieu d'un rapport trimestriel au travail. Ashley, il faut qu'on parle de l'anniversaire de maman, a-t-elle dit, en sautant toute salutation. Ok, c'est quand déjà? Le 19 avril. On fait un dîner chez Carmines, dans le salon privé. Je connaissais Carmines. C'était le plus beau restaurant italien de la région. Nappe blanche, plat à 45 $, une carte des vins qui pouvait faire pleurer votre carte de crédit. Combien de personnes, ai-je demandé? 32. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. 32 personnes chez Carmines. C'est ses 60 ans. Il faut que ce soit spécial. Tiffany, ça va coûter, j'ai fait un calcul rapide dans ma tête. Apéritif, plat, boisson, dessert, taxes, pourboire pour un groupe de cette taille. Ça pourrait facilement être 4 ou 5 000 $, peut-être plus. Il y a eu une pause. Puis Tiffany a dit d'une voix si désinvolte que ça m'a donné la chair de poule. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est dit que toi et Brandon vous couvririez les frais. J'ai agrippé le bord de mon bureau. Mon collègue Derek a jeté un coup d'œil depuis son cubicule. J'ai forcé ma voix à rester neutre. Vous vous êtes dit qu'on couvrirait les frais. Vous gagnez bien votre vie. Et maman fait tellement pour tout le monde. C'est le moins qu'on puisse faire. Enfin, le moins que tu puisses faire. Le moins que je puisse faire. J'ai repassé cette phrase dans ma tête 3 fois, sentant à chaque fois la température dans ma poitrine monter d'un autre degré. J'ai pensé aux 8 700 $ déjà dépensés. J'ai pensé à notre compte épargne vide. J'ai pensé à Brandon disant, point final, avec le dos tourné vers moi dans le noir. Je vais en parler à Brandon, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cette conversation a eu lieu un mercredi. Le dîner d'anniversaire de Karen était dans 17 jours, et je n'en avais aucune idée. Pas la moindre idée que ces 17 jours allaient démanteler tout ce que je pensais savoir sur mon mariage, mon mari et la femme qui l'a élevé. Ce que je savais, assise à mon bureau avec le cœur battant et Derek me demandant si j'allais bien, c'était une chose. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Ce soir-là, je n'en ai pas parlé avec Brandon. Je devais d'abord réfléchir. Je devais faire ce que je fais de mieux, faire les chiffres, exposer les faits, construire un argument qui ne pouvait pas être rejeté avec un « c'est ma mère ».
J'ai donc passé le reste de la semaine de travail à rassembler toutes les transactions, tous les Venmo, tous les chèques que nous avions faits à Karen ou Tiffany depuis le mariage. J'ai fait un tableur avec un code couleur, date, montant, description, 8712,43 $. Ce chiffre était sur mon écran comme une accusation. Pas de Karen, de moi, de mon silence. De chaque fois que j'avais ravalé ma colère et me disais que c'était juste la famille qui aidait la famille, près de 9000 $ en 6 mois. Et notre compte épargne avait exactement 340 $. Nous étions censés avoir économisé 15 000 $ à ce moment-là. C'était le plan. C'est ce sur quoi nous nous étions mis d'accord avant de signer le prêt immobilier pour la maison de Cedar Park. J'ai attendu jusqu'au samedi matin. Pancake, podcast sur des affaires criminelles, un rituel. Brandon était de bonne humeur. Il avait conclu une grosse affaire d'expédition au travail, et il faisait ce truc où il lançait les pancakes trop haut et les rattrapait comme un frimeur. J'aimais cette version de lui. Je voulais protéger cette version de lui, mais je devais aussi nous protéger. Et, on peut parler du dîner d'anniversaire de ta mère. J'ai gardé ma voix légère, décontractée, comme si ce n'était pas plus important que de décider quel épisode de podcast écouter ensuite. Brandon n'a pas levé les yeux de la cuisinière. Ouais, Tiff en a parlé. Chez Carmines, c'est ça? Ça a l'air sympa. Ça l'est, mais elle a dit 32 personnes et elle a dit qu'on couvrirait l'addition. Il a retourné un pancake, l'a attrapé. Ok, Brandon, ça va coûter 5000 $ minimum, probablement plus près de 6 avec les boissons et le pourboire. C'est ses 60 ans, H. Je comprends ça, mais regarde. J'ai tourné mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine pour qu'il puisse voir le tableur. C'est tout ce qu'on a payé depuis le mariage. Presque 9000 $, et nos économies sont vides. On avait un plan, un fonds pour une maison, tu te souviens? Il a finalement regardé l'écran. J'ai regardé ses yeux parcourir les lignes. Le plombier, les pneus, le chauffe-eau. La caution de Tiffany, le toit. Sa mâchoire s'est un peu contractée, juste assez pour que je le remarque. Et pendant un moment magnifique et plein d'espoir, j'ai pensé qu'il allait être d'accord avec moi. J'ai pensé qu'il allait voir les chiffres et dire, tu as raison. C'est trop. Laisse-moi leur parler. Au lieu de ça, il a dit, tu as fait un tableur sur ma mère. Mon estomac s'est noué. J'ai fait un tableur sur nos finances. Non, tu as suivi chaque dollar qu'on a dépensé pour ma famille comme s'ils étaient un poste de dépense dans un de tes rapports trimestriels. Il s'est retourné vers la cuisinière. Ses épaules étaient rigides. C'est froid, Ashley. Ce n'est pas froid. Ce sont des maths. On ne peut pas se permettre ce dîner. On peut se le permettre. Avec quoi? Nos cartes de crédit? On vient de rembourser tes prêts étudiants il y a 8 mois. On s'était mis d'accord. Plus de dettes. Alors on puise dans les économies. Il n'y a pas d'économie, Brandon. C'est ce que je suis en train de te dire. Le pancake a brûlé. Le détecteur de fumée ne s'est pas déclenché, mais l'odeur de pâte carbonisée a rempli la cuisine, et aucun de nous n'a bougé pour y faire quoi que ce soit. Brandon fixait le cercle noirci dans la poêle. Je le fixais. Je vais m'en occuper, a-t-il dit finalement, d'une voix plate. Il a raclé le pancake brûlé dans la poubelle. Je vais parler à Tiff. Peut-être qu'on peut partager. Merci. C'est tout ce que je. Mais je ne veux plus jamais entendre parler du tableur. Il n'a pas parlé à Tiffany. Je le sais parce que 4 jours plus tard, le mercredi suivant, Tiffany m'a envoyé un texto directement. Pas à Brandon, à moi. Hey, Ashley. Alors, j'ai parlé au restaurant et j'ai réservé le salon privé. Ils ont besoin d'une carte de crédit pour le bloquer. Tu peux les appeler aujourd'hui? Demande Marco. J'ai fixé ce texto pendant 1 minute entière. Puis j'ai fait défiler vers le haut pour vérifier. Brandon était-il dans cette conversation? Avait-il dit quelque chose à sa sœur sur le partage des coûts? Non. Le dernier message entre Tiffany et moi datait de 2 mois, quand elle m'avait envoyé un lien vers un TikTok sur les femmes qui ne cuisinent pas avec 3 émojis qui rient. J'ai appelé Brandon au travail. Il a décroché à la 4e sonnerie. As-tu parlé à Tiffany de partager le coût du dîner?
Silence. Puis, j'ai été occupé, Je vais m'en occuper. Elle vient de m'envoyer un texto me demandant ma carte de crédit pour bloquer la réservation. Juste tu peux t'en occuper pour l'instant? Je lui parlerai ce week-end. Brandon, je suis au milieu de quelque chose. On en reparle ce soir. On n'en a pas reparlé ce soir-là. On n'en a pas reparlé le soir d'après non plus. Ce qui est arrivé à la place était pire. Jeudi soir, Karen a appelé. Pas le téléphone de Brandon, le mien. Elle ne m'appelait jamais directement. Le son de son nom sur mon écran a fait bondir mon pouls. Bonjour Karen. Ashley, ma chérie. Sa voix était du miel sur du verre brisé. Je voulais juste te remercier infiniment de t'occuper du dîner. Tiffany m'a dit que tu te charges de tout. Tu es vraiment la plus généreuse des belles filles. Je me suis assise sur le bord de la baignoire parce que mes genoux semblaient étranges. Karen, je pense qu'il y a peut-être un malentendu. J'ai déjà tout dit à mes amis. 32 personnes, le salon privé chez Carmines, et ma merveilleuse belle-fille régale tout le monde. Le pasteur David vient, ainsi que les Henderson et les dames de mon club de lecture. Tout le monde est tellement excité. Elle avait déjà prévenu les gens. 32 personnes croyaient que j'organisais ce dîner. Si je me retirais maintenant, je ne dirais pas seulement non à Karen. Je l'humilierais publiquement devant son pasteur, ses amis, tout son cercle social. Et elle le savait. Elle le savait absolument. Karen, Brandon et moi n'avons pas finalisé, oh, ma chérie, ne t'inquiète pas pour les détails. Tu es si douée avec l'argent. Je sais que tu feras ça parfaitement. Je dois filer. Tiffany et moi allons choisir ma tenue. Je t'aime. Bisous. Elle a raccroché avant que je puisse finir une phrase. Je suis resté assise sur le bord de cette baignoire pendant 10 minutes, le téléphone sur les genoux, à fixer le carrelage. Je l'ai senti alors. Le piège. Il s'était refermé sur moi depuis des mois, peut-être depuis le début. Et j'avais été trop occupé à essayer d'être la bonne épouse, la belle-fille arrangeante, la femme qui maintient la paix pour le voir. Karen n'avait pas besoin de ma permission. Elle n'avait pas besoin que Brandon me le demande. Elle avait juste besoin de créer une situation où dire non me coûterait plus que de dire oui. Quand Brandon est rentré, j'étais assise à la table de la cuisine avec l'ordinateur portable ouvert. Pas de tableur cette fois, juste le solde de notre compte courant, $2847. Notre carte de crédit, $1200 de disponible. Nos économies, $340. Ta mère m'a appelé, ai-je dit. Sans chaleur, sans y aller doucement. Elle a dit à 32 personnes que je payais pour son dîner d'anniversaire. Brandon a posé ses clés sur le comptoir. Il n'avait pas l'air surpris. C'est ça qui m'a tué. Il n'avait pas l'air surpris. Tu savais, ai-je chuchoté. Elle m'a dit qu'elle allait t'appeler. Et tu ne m'as pas prévenu. Tu ne lui as pas dit qu'on n'avait pas accepté ça. J'allais lui parler. Quand, Brandon? Le dîner est dans 9 jours. Elle l'a dit à son pasteur. Elle l'a dit au Henderson. Elle l'a dit à tout son club de lecture. Il s'est frotté le visage avec les deux mains. Écoute, peut-être qu'on peut le mettre sur la carte de crédit et le rembourser sur quelques mois. On avait dit plus de dettes. C'était notre accord. C'est un seul dîner. C'est $6000 qu'on n'a pas pour une femme qui ne m'a pas dit un mot gentil et sincère depuis le jour où on s'est rencontrés. Les mots sont sortis plus forts que je ne le voulais. Ils ont résonné sur les placards de la cuisine et sont restés en suspens dans l'air entre nous. Le visage de Brandon a changé. Quelque chose a frémi derrière ses yeux. C'est de ma mère que tu parles. Je sais exactement de qui je parle. Elle t'a accueilli dans cette famille. Elle a porté du blanc à notre mariage, Brandon. Ça a fait mouche. J'ai vu que ça avait fait mouche. Un tressaillement, à peine visible, mais là. Il n'avait jamais reconnu la robe. Ni le jour de notre mariage, ni dans aucune conversation depuis. C'était le secret de polichinelle de la famille, la chose que tout le monde a vue et que personne n'a nommée. C'était elle ne le pensait pas à mal. Elle a porté une robe blanche au mariage de son fils et a pleuré pendant notre première danse. Elle me compare à Nicole à chaque occasion.
Elle me donne de la nourriture qu'elle sait qui me rend malade. Et maintenant, elle a porté mon portefeuille volontaire pour une fête à $6 000 sans me le demander. Brandon est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, sa voix était basse et étrange. Mon père l'aurait juste fait. Il n'a jamais remis en question le fait de prendre soin de sa famille. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Je ne suis pas ton père et tu n'es pas le mari de ta mère. Il a attrapé ses clés sur le comptoir et est sorti. La porte d'entrée s'est fermée, pas claquée, fermée. Et j'ai entendu son camion démarrer dans l'allée. Il n'est pas rentré avant minuit. Je le sais parce que j'étais réveillée, assise dans le noir, à regarder les phares balayer le plafond quand il est finalement rentré. Il a dormi sur le canapé cette nuit-là et le lendemain matin, il a agi comme si de rien n'était. J'ai appelé Megan pendant ma pause déjeuner. Je lui ai tout raconté. Le tableur, l'appel de Karen, Brandon qui part. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui, pour Megan, signifiait que c'était sérieux. H, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment. D'accord. T'es-tu déjà dit que ce n'était pas à propos du dîner? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, le dîner et le test. Karen teste si elle contrôle Brandon ou si c'est toi. Et pour l'instant, c'est elle qui gagne. J'ai appuyé mon front contre mon volant. J'étais assise dans ma voiture sur le parking du bureau et le soleil de printemps était chaud sur mon dos et tout aurait dû aller bien et rien n'allait. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu décides ce que tu es prête à perdre. J'y ai pensé le reste de la journée. Et cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé Carmines et j'ai parlé à Marco. Je lui ai donné ma carte de crédit pour bloquer la réservation. J'ai accepté le salon privé. Je me suis dit que c'était la dernière fois, un dernier acte de générosité et qu'ensuite Brandon et moi aurions une vraie conversation avec un conseiller conjugal si nécessaire sur les limites. C'était la plus grosse erreur que j'aurais pu faire, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce que Karen a fait de ma bonne volonté. 6 jours avant la fête, Tiffany a rappelé. Alors, maman veut un gâteau à 3 étages de la boulangerie Belmont. Celui qu'elle aime coûte $475. Et elle veut un photographe. Son amie Diane demande $600 pour 2 heures. Tu peux t'occuper de ça aussi? J'ai fermé les yeux. Tiffany, je couvre déjà le dîner pour 32 personnes. Oui, mais le gâteau et le photographe sont à part. C'est ses 60 ans. Ashley, on a 60 ans qu'une seule fois. J'avais envie de crier. Au lieu de ça, j'ai dit, je vais en parler à Brandon. Mais je savais déjà comment cette conversation se déroulerait. Et je savais déjà ce que j'allais faire à ce sujet. Je ne savais juste pas encore ce que Karen avait déjà mis en branle derrière mon dos. La conversation qu'elle avait eue avec Brandon 3 jours plus tôt, celle dont il ne m'a jamais parlé, celle que je ne découvrirai pas avant d'être dans les toilettes de Carmines le 19 avril, entendant des mots à travers un mur qui ont glacé mon sang. Les jours entre cet appel avec Tiffany et le dîner lui-même sont passés dans un brouillard de terreur silencieuse. J'ai commandé le gâteau à la boulangerie Belmont. $475. J'ai réservé Diane, la photographe. $600. J'ai appelé Marco chez Carmines et confirmé le salon privé, le menu fixe, les forfaits 20. Le total estimé qu'il m'a donné au téléphone était de $5280, sans compter les taxes et le pourboire. Avec tout. Gâteau, photographe, dîner. J'envisageais environ $6800. Je l'ai mis sur notre carte de crédit, celle avec une limite de $7500 que nous avions remboursée à 0 il y a 8 mois. Celle que nous avions juré de ne plus jamais utiliser sauf en cas d'urgence. Brandon n'a rien demandé à ce sujet, pas une seule fois. Il rentrait tous les soirs, m'embrassait sur le front, dînait, regardait la télé, allait se coucher. Nous existions dans la même maison comme 2 personnes partageant une salle d'attente, polis, distants, attendant quelque chose qu'aucun de nous ne nommerait. Le 19 avril, le jour du dîner, j'ai passé 3 heures à me préparer. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée pour un gala de travail l'année précédente. Je me suis bouclé les cheveux. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait données. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé, tu es sur le point de dépenser près de $7000 pour être insulté dans un bon restaurant. Mais j'y suis allé parce que je croyais encore, que Dieu me vienne en aide, que si je faisais cette dernière chose,
cela m'achèterait assez de bonne volonté pour avoir la conversation sur les limites par la suite. Que Karen verrait ma générosité et s'adoucirait. Que Brandon verrait mon sacrifice et se réveillerait. Nous sommes arrivés chez Carmines à 18h45. Le salon privé était magnifique. Briques apparentes, éclairage tamisé, une longue table dressée avec du linge de maison blanc et des bougies. Karen était déjà là, tenant le crachoir dans une robe bordeaux, les cheveux fraîchement coiffés, riant avec le pasteur David et sa femme. Quand elle m'a vu, elle a ouvert grand les bras, la voilà, ma belle-fille, la femme qui a rendu tout cela possible. Elle m'a serré fort, trop fort, puis elle m'a chuchoté à l'oreille si bas que seul moi pouvais l'entendre, essaie de sourire ce soir, ma chérie. Tu as toujours l'air si sérieuse. J'ai souri. Bien sûr, j'ai souri. Les invités sont arrivés. 32 personnes comme promis. Les dames du club de lecture de Karen, les Henderson, tante Linda avec son mari Roy, des cousins que je n'avais jamais rencontrés, des amis de l'église. Tiffany est arrivée dans une robe rouge qui semblait toute neuve, et a immédiatement commencé à prendre des selfies. Brandon a serré des mains, étreint des parents, s'est glissé dans son rôle de fils merveilleux. Il était doué pour ça, sans effort. Le dîner a été servi à la familiale. Plat de poulet parmesan, pâtes, bruschetta, salade César, le vin coulait à flot. Karen a porté un toast sur le fait d'être béni, sur la famille, sur la façon dont Dieu pourvoit toujours. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle a dit cette dernière partie. À 20h30, je me suis excusé pour aller aux toilettes. J'avais besoin de 2 minutes, juste 2 minutes seules pour respirer, pour desserrer ma mâchoire, pour arrêter de jouer la comédie. Les toilettes de Carmines se trouvaient au bout d'un couloir étroit passé la cuisine. C'était une cabine unique avec une lourde porte en bois. Je suis entré, j'ai verrouillé, et je me suis appuyé contre le mur. Mon visage me faisait mal à force de sourire, et puis j'ai entendu des voix. Le couloir était étroit, et le mur entre les toilettes et le débarras à côté était mince. 2 femmes parlaient juste de l'autre côté, et j'ai reconnu les 2 voix instantanément, Karen et Tiffany. Elle a été silencieuse toute la soirée, a dit Tiffany. Tu penses qu'elle est en colère? On s'en fiche. La voix de Karen était tranchante, dépouillée du miel qu'elle portait en public. Laisse-la être en colère, elle peut se le permettre. Maman, et si elle découvre ce que tu as dit à Brandon? Ma main s'est figée sur la poignée de la porte. Elle ne le saura pas, a dit Karen. Et même si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Brandon a déjà accepté. Il a appelé l'avocat mardi. Avocat? Le mot m'a frappé comme un coup physique. Il va vraiment le faire. Tiffany avait l'air presque enjouée. Il va demander un contrat post-nuptial. Mon idée. Si elle refuse de signer, ça lui dira tout ce qu'il a besoin de savoir sur son caractère. Et si elle signe, eh bien, alors nous sommes protégés. Protégés de quoi? D'elle, Tiffany. D'une femme qui tient un tableur de chaque dollar qu'elle dépense pour sa propre famille. Tu trouves ça normal? Tu trouves que c'est de l'amour? La voix de Karen dégoulinait de mépris. J'ai dit à Brandon que si elle suit l'argent comme ça maintenant, imagine ce qu'elle fera dans un divorce. Elle prendra tout. La maison, son 401K, tout. Donc le post-nup sépare les biens. Ce qui est à lui reste à lui. Ce qui est à elle reste à elle. Et comme j'ai aidé avec l'apport pour cette maison de ville, j'ai arrêté de respirer. Karen n'avait pas aidé pour l'apport. Pas un centime. Brandon et moi avions économisé cet argent ensemble. 18 000 $ partagés équitablement avant le mariage. J'avais les relevés bancaires. J'avais les documents de clôture. Elle n'avait rien contribué. La maison étant partie à moi, a terminé Karen. Brandon comprend ça. Tiffany a ri. Ashley va péter les plombs. Ashley va faire ce qu'elle fait toujours. Sourire et faire un chèque. Leurs voix se sont estompées alors qu'elle retournait vers la salle à manger. Je suis resté dans ses toilettes, le dos contre le mur, les mains tremblant si fort que je ne pouvais pas déverrouiller la porte. Ma vision s'est brouillée, pas de larmes, quelque chose de pire. Une sorte de vision tunnel, comme si le monde s'effondrait en un seul point. Elle avait planifié ça, pas seulement le dîner, pas seulement l'argent. Karen avait orchestré mon isolement,
retournant mon mari contre moi, recadrant ma responsabilité financière comme de la froideur, se positionnant comme la victime d'une épouse avide. Le dîner n'était pas une célébration d'anniversaire. C'était un tour de victoire. Et Brandon, mon mari, l'homme qui m'a fait rire à une conférence à Austin, qui attrapait les pancakes comme un frimeur les samedis matins, avait appelé un avocat derrière mon dos sur les conseils de sa mère. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans ces toilettes. 5 minutes, 15. Assez longtemps pour que mon absence soit remarquée. J'ai entendu la voix de Karen depuis la salle à manger. Assez fort pour porter jusqu'au couloir. Assez fort pour que les 32 invités l'entendent. Où est ta femme? Qui va payer pour ce banquet? Rire. Certains nerveux, d'autres sincères. Puis Karen à nouveau, plus fort. Brandon, va la chercher. L'addition ne va pas se payer toute seule. J'ai entendu la réponse étouffée de Brandon. Puis des bruits de pas s'approchant dans le couloir. Un coup à la porte des toilettes. H, ça va? J'ai ouvert la porte. Il a dû voir quelque chose sur mon visage car il a reculé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu ta mère, ai-je dit. Ma voix était calme. Terrifiante de calme. Dans le couloir, parlant à Tiffany, à propos du contrat post-nuptial, à propos de l'avocat que tu as appelé mardi. La couleur a quitté le visage de Brandon. A littéralement quitté, comme si on regardait quelqu'un vider une baignoire. Sa peau est passée de chaude à grise en moins d'une seconde. H, laisse-moi t'expliquer. As-tu appelé un avocat? Ce n'est pas ce que tu penses. As-tu appelé un avocat, Brandon? Ma mère a suggéré, oui ou non. Oui. J'ai hoché la tête une fois. Puis je suis passé devant lui, dans le couloir, à travers la cuisine et par la porte arrière du grill italien Carmines. Je ne suis pas retourné dans la salle à manger. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas payé l'addition. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit, pas à la maison. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. La maison, c'était la maison de ville sur Maple Ridge Drive que Karen prétendait déjà être en partie à elle. La maison, c'était le lit où Brandon dormait le dos tourné vers moi. La maison c'était un piège. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Megan. Il était 21h40. Elle a ouvert la porte en pantalon de jogging, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tiré à l'intérieur sans un mot. Je me suis assise sur son canapé et je lui ai tout raconté. La conversation surprise, l'avocat, le post-nup, le mensonge de Karen sur l'apport. Megan a écouté, la mâchoire si serrée que je pouvais voir les muscles saillir. Quand j'ai fini, elle a dit 3 mots. Appelle Jennifer Whitfield. Qui? Avocate en divorce. La meilleure du comté. Ma cousine l'a engagée quand son ex a essayé de dissimuler des biens. Jennifer ne perd jamais. Megan, je ne sais pas si je vais divorcer. Ashley. Megan a attrapé mes 2 mains. Cette femme a dit à ton mari de prendre un avocat contre toi. Elle prétend avoir des parts dans ta maison. Elle vient de crier équipée devant 32 personnes pour t'humilier. Et ton mari, a laissé tout ça se produire. Ce n'est plus un mariage. C'est un siège. Mon téléphone vibrait. Brandon, Karen, Tiffany, Brandon à nouveau. Je l'ai retourné face contre le canapé. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. Tu as besoin d'agir, a dit Megan. Réfléchir, c'est ce qui t'a mise dans cette situation. Elle avait raison. Réfléchir, analyser, accommoder, faire des tableurs, maintenir la paix était exactement ce qui m'avait amené ici. Chaque réponse rationnelle, prudente et mesurée que j'avais jamais donnée avait été utilisée comme une arme contre moi. Ma patience est devenue de la passivité. Ma générosité est devenue une ligne budgétaire. Mon silence est devenu un consentement. À 22h15, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Brandon d'une seule phrase. Ne laisse pas ta mère entrer dans notre maison ce soir. J'ai besoin d'espace. À 22h22, j'ai appelé Carmines et j'ai parlé à Marco. Je lui ai dit que je ne paierais pas l'addition. J'ai dit que l'hôte de la fête était Karen et que l'addition devait être présentée à sa table. Marco semblait confus, mais a accepté. À 22h30,
j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de cuisine de Megan et j'ai commencé à télécharger tous les documents financiers auxquels je pouvais accéder. Nos relevés de compte communs, l'accord de prêt immobilier, les documents de clôture de la maison de ville, montrant les deux noms et aucune contribution de Karen, mes fiches de paie, les fiches de paie de Brandon. Le relevé de carte de crédit montrant les $6 800 de frais pour l'anniversaire de Karen. À 22h47, Megan m'a tendu un verre de vin et un post-it avec un numéro de téléphone. Jennifer Whitfield. Appelle-la dès lundi matin. À 23h15, je suis rentré à la maison. La maison était sombre. Le camion de Brandon était dans l'allée. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte d'entrée et je me suis assise au bord de notre lit dans le noir. Je n'ai pas allumé la lumière. Je n'ai pas changé ma robe bleu marine. Je suis juste restée assise là, le téléphone à la main, à regarder les minutes passées après minuit. Brandon dormait, ou faisait semblant. Je pouvais entendre sa respiration lente et régulière de l'autre côté du matelas. L'espace entre nous ressemblait à un canyon. À 1h45 du matin, mon téléphone s'est allumé. Un texto de Tiffany. C'est fini pour toi. Maman arrive. Tu as intérêt à avoir une explication. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai attendu. À 2h17 du matin, la porte d'entrée a explosé. Le son que Brandon a fait, ce hurlement, ce n'était pas la peur d'un intrus. C'était la peur d'être pris entre deux mondes qui venaient de se heurter dans son entrée à 2h du matin. Je n'ai pas bougé du lit. Je suis restée assise là dans ma robe bleu marine, mes perles toujours aux oreilles, et j'ai écouté. Maman, comment es-tu entrée? La voix de Brandon s'est brisée sur le dernier mot. Tiffany a une clé, a dit Karen comme si c'était parfaitement raisonnable. Comme si le fait que sa fille ait une copie de la clé de notre maison, une clé que je n'avais jamais autorisée, était la chose la plus naturelle du monde. Tu as donné à Tiffany une clé de ma maison, ai-je appelé depuis la chambre. Ma voix était stable, étrangement stable. J'avais eu 4 heures à m'asseoir dans le noir pour consumer toutes les émotions. La rage, le chagrin, l'humiliation, et ce qui restait était quelque chose de plus dur, quelque chose que Karen n'avait jamais rencontré de ma part auparavant. Silence. Je suis sorti de la chambre et j'ai descendu le couloir. Karen se tenait dans l'entrée, le mascara coulant, respirant fort. Tiffany était derrière elle, les bras croisés, le menton levé. Tante Linda planait près de la porte comme si elle n'était pas sûre de vouloir être là. Femme intelligente. La voilà, a dit Karen, en me montrant du doigt. Voilà la femme qui m'a humilié devant 32 personnes. Comment t'ai-je humilié? Tu es parti. Tu as quitté mon dîner d'anniversaire sans payer. Marco m'a apporté l'addition. À moi, Ashley. $8 412 devant le pasteur David, devant les Henderson. $8 412, plus que mon estimation. Quelqu'un avait commandé du vin en plus. Ça a l'air cher, ai-je dit. Comment as-tu géré ça? Le visage de Karen s'est tordu. J'ai dû appeler Roy. Elle a fait un geste vers tante Linda. Et il l'a mis sur sa carte. Comprends-tu ce que tu as fait? Tu as embarrassé toute cette famille. J'ai embarrassé cette famille, ai-je répété. Pas la femme qui a crié et qui va payer pour ce banquet, devant 32 invités alors que j'étais aux toilettes. Ce n'était pas embarrassant. Je plaisantais. Tu ne plaisantais pas. Tu faisais une performance, de la même manière que tu le fais depuis le jour où je t'ai rencontré. Je me suis tourné vers Brandon. Il se tenait dans le couloir en caleçon et t-shirt, ressemblant à un homme regardant son propre accident de voiture au ralenti. Parle à ta mère de l'avocat, Brandon. Les yeux de Karen ont vacillé. Juste une seconde, une micro-expression de panique. Dis-lui ce que tu m'as dit ce soir, ai-je continué. Ou devrais-je lui dire ce que j'ai entendu chez Carmines? La conversation qu'elle a eue avec Tiffany à propos du contrat post-nuptial, sur le fait qu'elle t'a coaché pour appeler un avocat, sur le fait qu'elle a dit à Tiffany que l'apport pour cette maison était en partie le sien. Le silence est tombé dans la pièce. Linda a regardé Karen. Tiffany a regardé le sol. Brandon a regardé ses mains. Ashley, tu déformes les choses, a commencé Karen. J'ai les documents de clôture, Karen.
Ton nom n'est sur aucun d'eux. Tu as contribué 0 à cette maison. J'ai les relevés bancaires. J'ai les reçus de virement. Les deux noms, le mien et celui de Brandon, pas le tien. Pas un seul centime de ta part. Karen s'est tournée vers Brandon. Tu vas la laisser me parler comme ça? Et Brandon, l'homme que j'ai épousé, l'homme qui attrapait les pancakes les samedis matins, n'a rien dit. Il est resté là, les bras le long du corps, et n'a absolument rien dit. J'ai regardé Karen attendre que son fils la défende et j'ai regardé le silence s'étirer et quelque chose a changé dans la pièce. Quelque chose de permanent. Sortez de ma maison, ai-je dit. Ta maison? Tiffany s'est avancée. Le nom de Brandon est aussi sur ce prêt immobilier. Et le mien aussi. Et je vous dis, à vous trois, de partir tout de suite. Il est 2 heures du matin. Vous vous êtes introduit chez moi avec une clé que je ne vous ai jamais donnée. Si vous n'êtes pas parti dans 60 secondes, j'appelle le 911. Brandon. La voix de Karen est devenue stridente. Brandon. Il m'a regardé, puis sa mère, puis à nouveau moi. Et dans les 5 secondes les plus longues de ma vie, il a dit, « Maman, tu dois partir. » Karen a émis un son que je n'avais jamais entendu d'un être humain. Quelque chose entre un hoquet et un sanglot. Tiffany a attrapé son bras. Linda était déjà sortie. Elles sont parties. La porte s'est fermée. Et Brandon et moi sommes restés dans notre entrée, à 1 mètre l'un de l'autre, nous fixant à travers une distance qui semblait infinie. On a fini de parler pour ce soir, ai-je dit. Demain, j'appelle un avocat. Tu devrais probablement appeler le tien. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, et est retourné dans la chambre. Je suis allé sur le canapé. Aucun de nous n'a dormi. Lundi matin à 9h01, j'ai appelé le numéro sur le post-it de Megan, le bureau de Jennifer Whitfield. J'ai besoin d'une consultation aujourd'hui si possible. C'est urgent. Jennifer avait une annulation à 14h. J'ai pris une demi-journée de congé, j'ai dit à Derek que j'avais une urgence personnelle, et j'ai conduit jusqu'à un bureau en ville sur la 6e rue. Jennifer Whitfield n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle avait la mi-cinquantaine, les cheveux argentés en un carré strict, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou, et elle avait l'énergie calme de quelqu'un qui avait vu le pire du comportement humain et n'était plus surprise par rien. Je me suis assise et je lui ai tout raconté. Les 8 712 $ de paiement à Karen, les 6 800 $ du dîner d'anniversaire, la conversation surprise chez Carmines, le stratagème du post-nup, l'effraction de 2 heures du matin, la clé non autorisée. Jennifer a pris des notes sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo. Avez-vous des documents pour tout cela? Tout. Relevé bancaire, documents de clôture, relevé de carte de crédit, texto de Tiffany sur les coups du dîner. J'ai tout téléchargé la nuit de la fête. Jennifer a souri. C'était la première chose chaleureuse que je ressentais depuis des jours. Ashley, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Dans cet état, un contrat post-nuptial exige une divulgation complète des biens des deux parties et doit être conclu volontairement. Si l'avocat de votre mari a rédigé quelque chose basé sur la fausse affirmation de sa mère d'avoir contribué à l'apport, et s'ils avaient l'intention de vous presser de signer, ce n'est pas seulement inapplicable. C'est potentiellement une fraude. Mes mains ont recommencé à trembler, mais cette fois ce n'était pas de la peur. C'était tout autre chose. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, nous gelons les comptes communs. Aujourd'hui. Vous ouvrez un compte personnel et redirigez votre salaire immédiatement. Deuxièmement, j'envoie une lettre à l'avocat de votre mari. Savez-vous quel cabinet il a contacté? Non. Nous le saurons. Troisièmement, et c'est important, vous déposez un rapport de police pour l'entrée non autorisée, non pas parce que vous voulez poursuivre, mais parce que cela crée une trace écrite. Si Karen intensifie les choses, et les femmes comme Karen intensifient toujours les choses, vous voulez avoir des documents. J'ai déposé le rapport de police cet après-midi-là. J'ai photographié la marque dans le placo là où la porte avait claqué. J'ai montré à l'officier le texto de Tiffany. C'est fini pour toi. Maman arrive. Il a tout documenté. Mardi, j'ai ouvert un compte personnel et j'ai déplacé mon virement automatique. J'ai transféré 1 400 $, ma moitié de ce qui restait sur le compte commun, sur mon nouveau compte. J'ai laissé la moitié de Brandon intact.
Jennifer m'a dit que c'était important, juste, documenté, défendable. Mercredi, Jennifer a envoyé une lettre à Brandon à notre adresse. Je n'étais pas là quand elle est arrivée. J'étais au travail, mais Brandon m'a appelé à 15h47. J'ai reçu une lettre d'un avocat. Sa voix était vide. Je sais. Ashley, on peut juste parler? Juste nous. Ta mère est dans ton oreille, Brandon. Il n'y a plus de juste nous. Je lui dirai de se calmer. Tu as appelé un avocat sur ses conseils. Tu l'as laissé prétendre qu'elle a payé pour notre maison. Tu es resté dans notre couloir sans même pouvoir me regarder dans les yeux. Parler ne va pas arranger ça. Il est resté silencieux un long moment. Puis, tu veux divorcer? J'ai appuyé mon téléphone contre mon front. Je veux un mariage, un vrai, mais je ne pense pas que tu saches comment me donner ça. Jeudi, Karen a fait son prochain coup. Et celui-ci a failli me briser. Elle a publié sur Facebook une longue mise à jour de statut larmoyante qui ressemblait à un sermon. Elle a écrit sur une crise familiale et a demandé des prières. Elle a écrit que la femme de son fils avait abandonné son dîner d'anniversaire et l'avait laissé avec une facture qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a écrit qu'elle avait le cœur brisé que la femme que son fils avait épousée mette l'argent avant la famille. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. En 2 heures, il y avait 47 commentaires. Je prie pour toi, Karen. Certaines personnes montrent leur vrai visage. Brandon mérite mieux. La femme du pasteur David, Carole, a écrit « La famille est tout. L'argent va et vient ». Megan a fait des captures d'écran de tout ça et me les a envoyées avec un seul mot, preuve. J'ai tout transféré à Jennifer. Elle m'a appelé dans les 20 minutes. C'est de la diffamation, Ashley. Elle vous accuse publiquement d'abandon financier avec de fausses déclarations. Nous pouvons utiliser cela. Je ne veux pas poursuivre Karen. Vous n'aurez peut-être pas à le faire, mais je veux que vous écriviez une réponse. Pas sur Facebook, rien de public. Rédigez un compte-rendu factuel et détaillé de chaque dollar que vous avez dépensé pour cette famille, et nous l'aurons prêt si cela va plus loin. Je l'ai écrit cette nuit-là. 4 pages. Chaque dollar, chaque date, chaque limite ignorée. J'ai écrit sur les macaronis au fromage qu'elle servait en sachant que j'étais intolérante au lactose. J'ai écrit sur la robe blanche. J'ai écrit sur les boîtes bento de Nicole. J'ai écrit sur le chuchotement chez Carmines. Essaie de sourire ce soir, ma chérie. Vendredi, Jennifer a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. J'ai trouvé l'avocat de Brandon, un petit cabinet dans l'Ouest, Patterson & Associates. J'ai eu une conversation avec son avocat, un homme nommé Greg Patterson. Ashley, écoutez-moi attentivement. J'écoute. Greg Patterson m'a dit, officieusement, que lorsque Brandon est venu, il a présenté le contrat post-nuptial comme une décision mutuelle. Il a dit à Greg que vous y aviez consenti. Il a également dit à Greg que sa mère avait contribué à hauteur de 18 000 $ à l'apport pour votre maison. C'est un mensonge. Je sais. Et je l'ai dit à Greg. Je lui ai envoyé les documents de clôture, les registres de virement. Greg est devenu très silencieux. Puis il a dit, je dois avoir une conversation avec mon client. Ashley, Greg Patterson n'est pas un mauvais avocat. Quand il verra que son client lui a menti sur des faits importants, il va laisser tomber Brandon ou forcer une correction. Quoi qu'il en soit, le post-nup est mort. Je suis resté dans ma voiture sur le parking de mon immeuble de bureau et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, de soulagement. Le genre de pleurs que votre corps fait quand il comprend enfin que le piège dans lequel vous êtes pris a une porte et que quelqu'un vient de vous montrer où est la poignée. Ce week-end-là, j'ai déménagé mes vêtements et mes essentiels à l'appartement de Megan. Je n'ai rien pris des affaires de Brandon. Je n'ai rien pris des parties communes. J'ai pris les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, mon ordinateur portable, mes documents et 2 valises de vêtements. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine. Brandon est rentré pour la trouver là. Il m'a appelé 17 fois. J'ai répondu à la 18e. Rentre à la maison, a-t-il dit. Il pleurait. S'il te plaît, je vais arranger ça. Comment? Je vais couper les ponts avec ma mère. J'annulerai l'avocat.
Je ferai une thérapie. Tout ce que tu veux. Je voulais que tu me choisisses, Brandon, une seule fois. Je voulais que tu entendes ta mère mentir sur notre maison et que tu dises, ce n'est pas vrai. Je voulais que tu l'entendes crier à propos de l'argent devant 32 personnes et que tu dises, ça suffit. Je voulais que tu sois mon mari. Je suis ton mari. Alors agis comme tel, parce que pour l'instant tu es le fils de Karen et c'est tout ce que tu es. Il n'a pas rappelé cette nuit-là. Lundi matin, Jennifer a appelé avec une dernière information. La pièce qui allait tout faire éclater. Ashley, j'ai assigné à comparaître les relevés bancaires de Karen dans le cadre de la préparation de la découverte. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Pouvez-vous venir à mon bureau à midi? J'étais là à 11h45. Jennifer a fait glisser un relevé bancaire imprimé sur son bureau. J'ai regardé la ligne surlignée. Ma vision s'est rétrécie. Karen avait un compte d'épargne, pas la modeste situation de pension et de sécurité sociale que Brandon avait décrite. Un compte d'épargne avec un solde de $143 000. $143 000. La femme qui s'était plainte de ses impôts fonciers, qui avait supplié de l'aide pour un chauffe-eau, qui m'avait laissé payer $6 800 pour son dîner d'anniversaire, était assise sur $143 000 depuis le début. Il y a plus, a dit Jennifer. Elle a fait glisser une deuxième page sur le bureau. Dépôt mensuel, $1 200 par mois d'un bien locatif à Glendale qu'elle possède entièrement, et une pension mensuelle de $2 100 de l'employeur de son défunt mari. La pension de Gary. La pension de Gary que Karen avait dit à Brandon couvrait à peine ses courses. J'ai fixé ces chiffres jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Puis j'ai levé les yeux vers Jennifer. Elle n'est pas fauchée. Elle n'est même pas proche d'être fauchée. Elle vous a saigné à blanc tout en étant assise sur un pactole à 6 chiffres. Brandon ne le sait pas. En êtes-vous sûr? Je n'étais pas sûr. Je n'étais sûr de rien du tout. Mais j'étais sur le point de le découvrir car Jennifer avait encore une chose à me dire, et c'était la chose qui allait tout changer. Une audience est prévue pour vendredi prochain, a-t-elle dit. L'avocat de Brandon a déposé une motion avant de voir nos documents demandant des ordonnances financières temporaires en précurseur du post-NUP, ce qui signifie que Brandon sera dans une salle d'audience, vous aussi, et les dossiers financiers de Karen seront versés au dossier. Jennifer s'est penchée en avant. Elle va être exposée, Ashley, dans une salle d'audience, officiellement, et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. J'ai conduit pour retourner au travail, les mains stables sur le volant pour la première fois depuis des semaines. Mon téléphone a vibré. Un texto de Karen. J'ai failli ne pas le lire, mais quelque chose m'a fait regarder. Je sais ce que tu fais, Ashley. Tu te crois si intelligente avec tes tableurs et ton avocat, mais Brandon est mon fils. Il sera toujours mon son, et quand ce sera fini, tu n'auras rien. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fait une capture d'écran et je l'ai transféré à Jennifer. Vendredi était dans 6 jours, et Karen n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les 6 jours avant l'audience furent les plus calmes de ma vie. Je suis resté à l'appartement de Megan, j'ai dormi sur son canapé-lit, j'allais au travail, je rentrais, je passais en revue les documents avec Jennifer par téléphone. Brandon m'a envoyé des textos tous les jours. De longs messages décousus qui oscillaient entre excuses et accusations. Je t'aime. S'il te plaît, rentre à la maison. Puis 3 heures plus tard, ma mère est dévastée. Tu as détruit son anniversaire. J'espère que tu es heureuse. Puis le lendemain matin, je ne le pensais pas. Je suis perdu sans toi. S'il te plaît. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Jennifer m'a dit de ne pas le faire. Et pour la première fois de mon mariage, j'ai écouté quelqu'un qui veillait vraiment sur moi. Jeudi soir, la veille de l'audience, Karen a tenté un dernier coup. Elle s'est présentée à l'appartement de Megan. Je ne sais pas comment elle a eu l'adresse. Brandon, probablement, ou Tiffany a traqué ma position via une application. Peu importe. À 19h30, la sonnette de Megan a retenti et c'était Karen, debout dans le couloir dans ses vêtements d'église, tenant un tupperware de gratin de poulet. Je viens en paix, a-t-elle dit. Ses yeux étaient rouges. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, comme si les 2 dernières semaines l'avaient physiquement rétrécie. Megan s'est mise devant moi. Elle ne veut pas te parler. Je ne te parle pas à toi, Megan. Je parle à ma belle-fille.
Karen a regardé par-dessus son épaule vers moi. Ashley, 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Contre les secouements de tête furieux de Megan, je me suis avancé. Dis ce que tu es venu dire. La lèvre de Karen a tremblé. Je connais la situation pour demain. Brandon m'a parlé de l'audience. Il m'a dit qu'ils avaient mes relevés bancaires. Elle a fait une pause, a dégluti. Je te le demande de mère à fille. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne mets pas les affaires de notre famille devant un juge. Les affaires de ta famille sont devenues mes affaires quand tu as passé 14 mois à vider mon compte en banque tout en étant assise sur 143 000 $. Karen a tressailli. Cet argent, c'est ma retraite. Gary me l'a laissé. C'est tout ce que j'ai pour mon avenir. Et qu'en est-il de mon avenir, Karen? Qu'en est-il des 8 700 $ de réparation et de caution? Le dîner d'anniversaire à 6 800 $, le compte épargne que Brandon et moi étions censés constituer? Tu as pris tout ça en faisant semblant d'être fauché. Je n'ai jamais demandé. Tu as orchestré chaque demande. Les soupirs à propos des impôts fonciers, les bruits que faisait ton chauffe-eau. Tu as dressé Brandon à proposer avant que tu n'aies à demander. Et quand ça n'a pas suffi, tu lui as dit de prendre un avocat et de mentir sur le fait d'avoir payé pour notre maison. Le menton de Karen s'est levé. Le tremblement s'est arrêté. Et juste comme ça, comme en actionnant un interrupteur, le masque est revenu. Tu le regretteras, a-t-elle dit doucement. Brandon ne te pardonnera jamais. Brandon ne s'est pas encore pardonné à lui-même. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Elle a laissé le gratin sur le paillasson. Megan l'a jeté à la poubelle. Vendredi matin, 9 h. Tribunal des affaires familiales, 4e étage, salle d'audience 4B. Jennifer m'a retrouvé dans le hall, vêtue d'un costume anthracite et portant une mallette en cuir qui semblait avoir vu 100 batailles. Elle m'a tendu un café. Comment vous sentez-vous? Comme si j'allais vomir. Bien. Ça veut dire que vous vous en souciez. Les gens qui ne s'en soucient pas ne gagnent pas. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Une estrade pour le juge, 2 tables, une galerie avec des bancs en bois. Brandon était déjà là avec Greg Patterson, son avocat. Brandon avait l'air terrible. Mal rasé, des cernes, une chemise froissée. Quand il m'a vu, ses yeux se sont agrandis, puis sont tombés au sol. Greg Patterson avait l'air d'un homme qui préférerait être n'importe où ailleurs. Karen était dans la galerie. Tiffany aussi. Tante Linda était visiblement absente. La juge, l'honorable Margaret Chen, est entrée à 9 h 15. Elle avait peut-être 60 ans, des lunettes à monture métallique, le genre de visage qui suggérait qu'elle n'avait aucune tolérance pour les bêtises. Greg Patterson a parlé le premier. Il a expliqué que son client avait initialement demandé un contrat post-nuptial, mais qu'il retirait la motion. Jennifer s'est levée immédiatement. Votre honneur, nous nous opposons au retrait à ce stade. Ma cliente a des preuves de fraude financière et de comportement coercitif que le tribunal doit voir, que la motion de post-nup soit maintenue ou non. La juge Chen a regardé Jennifer par-dessus ses lunettes. Quel genre de preuves? Jennifer a ouvert sa mallette. Relevé bancaire montrant que la mère de l'intimé, Karen, maintenait un solde d'épargne de 143 000 $ tout en extrayant systématiquement 8 712 $ des finances conjugales sous prétexte de difficultés financières. Des registres montrant 3 300 $ de revenus mensuels provenant d'une pension et d'un bien locatif. Une affirmation frauduleuse faite à Monsieur Patterson selon laquelle elle aurait contribué à hauteur de 18 000 $ à l'achat de la maison du couple. Une affirmation contredite par les documents de clôture montrant aucune contribution extérieure et des messages textes établissant un schéma de coercition financière et une entrée non autorisée dans le domicile conjugal à 2 h 17 du matin. La salle d'audience est devenue silencieuse. Je pouvais entendre Karen respirer derrière moi. Des respirations courtes et saccadées comme un animal acculé. La juge Chen a pris les documents. Elle a lu pendant ce qui a semblé une éternité. Puis elle a levé les yeux. Karen est-elle présente dans la salle d'audience? Karen s'est levée. Sa voix était à peine audible. Oui, votre honneur. Madame, avez-vous dit à votre fils que vous aviez contribué à l'apport pour sa maison? La bouche de Karen s'est ouverte. C'est refermé. C'est rouverte.
Il y a eu un malentendu. C'est une question par oui ou par non. J'ai peut-être laissé entendre, aviez-vous 143 000 $ d'économie pendant que votre fils et sa femme payaient vos dépenses ménagères? Tiffany a attrapé le bras de Karen. Karen s'est dégagée. Cet argent, c'est ma retraite. Madame, répondez à la question. Oui. La juge Chen a posé les papiers. Elle a regardé Brandon. Monsieur Callaway, étiez-vous au courant de la situation financière de votre mère? La voix de Brandon s'est brisée. Non, votre honneur, je ne l'étais pas. Il s'est retourné et a regardé Karen. Et c'est là que je l'ai vu. Le moment exact où Brandon a tout compris. Pas seulement l'argent, la manipulation, les années de « je n'ai personne », les larmes, la culpabilité, la laisse invisible qu'elle avait gardée autour de son cou depuis la mort de son père. Ça l'a frappé d'un seul coup et son visage s'est décomposé. « Maman » a-t-il chuchoté. « Tu m'as dit que tu avais des difficultés. » Karen n'a rien dit. La juge Chen a rendu sa décision. La motion de contrat post-nuptial a été rejetée avec préjudice. Elle a ordonné une divulgation financière complète des deux parties et a recommandé la médiation avant toute autre procédure. Elle a également noté pour le dossier que l'entrée non autorisée dans notre maison justifiait une ordonnance restrictive si je choisissais d'en demander une. Je ne l'ai pas demandé, non pas parce que Karen méritait la pitié, mais parce que j'en avais fini de dépenser mon énergie pour elle. À l'extérieur de la salle d'audience, Brandon m'a rattrapé dans le couloir. Jennifer s'est écartée, nous laissant de l'espace, mais restant à portée de voix. H. Ses yeux étaient rouges. Je ne savais pas pour l'argent, pour rien de tout ça. Je le jure. Je crois que tu ne savais pas pour le compte d'épargne, mais tu savais qu'elle mentait sur l'apport, Brandon. Tu étais là à la clôture. Tu as signé les papiers. Tu savais exactement d'où venaient ces 18 000 $. Il n'a pas nié. Pourquoi, ai-je demandé. La question que je portais depuis des semaines. Pourquoi as-tu accepté ça? Parce que c'est ma mère et après la mort de papa, elle s'est effondrée et j'étais le seul qui restait. Tiffany ne sert à rien. Tu le sais. J'étais tout ce qu'elle avait. Et elle n'arrêtait pas de dire que si je ne prenais pas soin d'elle, personne ne le ferait. Et je l'ai cru. Il s'est essuyé le visage avec le dos de la main. Je l'ai cru elle plutôt que toi et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je suis resté là, dans ce couloir de palais de justice, avec les néons qui bourdonnaient au-dessus de ma tête. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la tristesse. Pas pour moi, pour lui. Pour le garçon qui a perdu son père et a été consumé par une mère qui a transformé le deuil en arme. Mais la tristesse ne répare pas ce qui est cassé. Je demande le divorce, Brandon. Il a hoché la tête lentement, comme s'il savait que ça allait arriver, mais l'entendre l'a quand même frappé comme un coup physique. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Tu peux suivre une thérapie. Une vraie thérapie. Pas pour moi, pour toi. Parce que si tu ne découvres pas où Brandon finit et où Karen commence, cela arrivera aussi à la prochaine femme que tu aimeras. Karen attendait près de l'ascenseur. Quand elle m'a vu approcher, elle a redressé sa colonne vertébrale et levé le menton. Une dernière performance. J'espère que tu es satisfaite, a-t-elle dit. Je me suis arrêté devant elle, assez près pour sentir son parfum, le même qu'elle avait porté à notre mariage, à chaque dîner du vendredi, à la fête d'anniversaire chez Carmines. Karen, je veux que tu entendes ça parce que je ne le dirai qu'une seule fois. J'ai été une bonne épouse pour ton fils. J'ai été généreuse avec ta famille, plus généreuse que tu ne le méritais. Et tu as passé 14 mois à essayer de me détruire parce que tu ne pouvais pas supporter l'idée que Brandon puisse aimer quelqu'un plus qu'il ne te craint. Ce n'est pas mon échec. C'est le tien. Elle a ouvert la mouche. Je n'ai pas attendu ce qui allait en sortir. Je suis passé devant elle jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, et je n'ai pas regardé en arrière. Le divorce a été prononcé 11 semaines plus tard. Jennifer valait chaque centime dépensé. J'ai gardé mon 401K, mes économies personnelles, et mon nom sur la maison de ville, que Brandon a accepté de céder en échange d'une séparation nette sur tout le reste. Il ne pouvait pas se permettre le prêt immobilier seul, alors je l'ai vendu 4 mois plus tard avec un profit de 31 000 $.
La moitié de cette somme a servi à rembourser la carte de crédit que l'anniversaire de Karen avait maximisée. L'autre moitié est allée sur un compte d'épargne, un vrai, à mon nom seul. Brandon est retourné vivre chez Karen. J'ai appris par Megan, qu'il a appris d'un ami commun, qu'il a commencé une thérapie 3 mois après le divorce. J'espère que c'est vrai. J'espère sincèrement qu'il trouvera son chemin hors de cette maison, hors de cette culpabilité, hors de l'ombre que sa mère a construite autour de lui. Mais c'est son chemin maintenant, pas le mien. Karen m'a bloqué sur Facebook. Tiffany m'a envoyé un dernier texto. Le karma va s'occuper de toi. Ce que j'ai capturé, transféré à Jennifer, et auquel je n'ai jamais répondu. Tante Linda, de toutes les personnes, m'a envoyé une carte par la poste. Pas d'adresse de retour. Elle disait juste, je suis désolé. Elle a toujours été comme ça. Tu méritais mieux. J'écris ceci depuis son nouvel appartement, un 2 pièces dans un quartier où l'on peut se promener, avec un café en bas et un marché de producteurs le samedi. Il est plus petit que la maison de ville, plus calme. Le mien. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère sont dans une coupelle sur ma table de chevet. Mes tableurs sont pour mon propre budget maintenant, et personne ne les qualifie de froid. Samedi dernier, Megan et moi sommes allés bruncher. Elle a poignardé un morceau de pain perdu et m'a regardé de l'autre côté de la table. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Différente comment? Comme si tu ne jouais plus la comédie. J'ai ri. Un vrai rire. Le genre qui vient de quelque part de profond et de surprenant. Elle avait raison. Pendant 14 mois, j'avais souri sur commande, fait des chèques pour garder la paix, me suis faite toute petite pour m'intégrer dans une famille qui n'allait jamais me faire de place. Et la version de moi qui a quitté Carmines ce soir-là, celle qui a arrêté de sourire et a commencé à parler, c'est elle qui a survécu. Je ne regrette pas l'argent. Je ne regrette même pas le mariage. Brandon m'a appris à quoi ressemble l'amour quand il est conditionnel. Et cette leçon m'a coûté 15 512 $ et 43 cents et une année de ma vie. Certaines personnes paient plus et apprennent moins. Mais si vous retenez une chose de mon histoire, que ce soit ceci. Au moment où quelqu'un vous dit que suivre votre propre argent fait de vous une personne sans cœur, il vous dit exactement qui il est.